Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les entrailles de l'industrie alimentaire avec l'ouvrage suivant. Titre: Ultra Processed People. Why do we all eat stuff that isn't food and why can't we stop? Auteur: Chris Van Tulleken. Année de parution 2023. Sujet: une enquête sur les aliments ultra transformés et leur impact dévastateur sur notre biologie. Disclaimer: il s'agit d'un résumé indépendant et en aucun cas il ne remplace la lecture de l'œuvre originale. Accroche-toi, ça va secouer. L'arène. Ton corps est un champ de bataille et tu es en train de perdre. On va mettre les choses au clair tout de suite. Tu penses que manger, c'est juste un acte biologique. Tu te mets à table, tu remplis ton estomac et c'est fini? Faux. L'auteur, Chris Van Tulleken, médecin spécialiste des maladies infectieuses, te balance la première vérité en pleine face. Manger, c'est participer à une course aux armements qui dure depuis des milliards d'années. Dans la nature, tout est une guerre pour l'énergie. Le cerf court pour ne pas être bouffé par le loup. La plante développe des épines pour ne pas être bouffée par le cerf. C'est un équilibre brutal mais stable. Le problème, c'est que depuis environ 150 ans, on a changé les règles du jeu sans prévenir ton ADN. On est entré dans un nouvel écosystème où la force motrice n'est plus le flux d'énergie, mais le flux d'argent. Dans ce nouveau système, tu n'es pas le consommateur roi. Tu es la proie. Les grandes corporations agroalimentaires ne sont pas là pour te nourrir. Elles sont là pour extraire ton argent. Et pour ça, elles ont développé une arme de destruction massive, la nourriture ultra transformée, ou UPF pour Ultra Processed Food. Ce n'est pas juste de la malbouffe. C'est une substance chimiquement modifiée, évoluée et sélectionnée par le marché pour contourner tes signaux de satiété. C'est conçu pour que tu ne puisses pas t'arrêter. Et devine quoi? Ça marche du tonnerre. 2. La glace qui ne fond pas, ou pourquoi tu manges du slime bactérien. L'auteur commence par une anecdote qui devrait te couper l'envie de dessert pour le mois à venir. Il est au parc avec sa fille de 3 ans, Lyra. Elle mange une glace à la pistache. Enfin, mange. Elle en laisse la moitié dans le pot. Le pot reste au soleil. Et là, le truc bizarre arrive. La glace ne fond pas. Elle reste une boule verte, tiède et gélatineuse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la glace. C'est une mousse stabilisée. Si tu regardes l'étiquette, tu ne trouves pas lait, crème, sucre, œuf. Tu trouves des gommes, goires, xanthane, des émulsifiants, des huiles de palme modifiées. Chris va voir un initié de l'industrie, un type nommé Paul Hart, qui a passé 20 ans chez Unilever. Paul est le genre de gars qui t'explique avec un grand sourire comment on fabrique des saucisses avec de la sciure. J'exagère à peine. Paul lui explique la réalité crue. Le but de l'industrie n'est pas le goût ou la texture pour ton plaisir. C'est la logistique. Une vraie glace, ça fond. Ça fait des cristaux de glace si la température change un peu. C'est chiant à transporter. La solution, on bourre le produit d'émulsifiant et de gomme qui retiennent l'eau. Comme ça, tu peux trimballer ta glace de l'usine au camion, du camion au supermarché, du supermarché à ton frigo, avec des variations de température de dingue, et le produit reste crémeux. La gomme xanthane, par exemple. C'est un exsudat bactérien. C'est le slime que les bactéries produisent pour coller aux surfaces. C'est littéralement ce que tu retrouves au fond de ton filtre de lave-vaisselle. Et tu le manges. Bon appétit. 3. Le grand mensonge du remplacement moléculaire. L'industrie alimentaire a compris un truc génial. Les vrais ingrédients, ça coûte une blinde. Le lait, les œufs, le beurre, c'est cher. Alors, ils ont inventé le remplacement moléculaire. Le principe est simple. On prend des cultures de base pas chères, maïs, soja, blé, palme. On les décompose en molécules élémentaires, amidon, huile, protéines hydrolysées, et on les reassemble pour imiter n'importe quoi. Tu veux de la mayonnaise? Pas besoin d'œufs et d'huile. Prends de l'amidon modifié. Tu veux du beurre? Prends de l'huile de coton, hydrogène-la pour qu'elle durcisse. Blanchis-la pour virer la couleur grise dégueulasse, désodorise-la pour virer l'odeur de rance, et pouf, margarine. C'est de l'alchimie inversée. Au lieu de transformer le plomb en or, ils transforment de la merde industrielle en nourriture comestible. Et le pire, c'est que ton cerveau n'y voit que du feu. Enfin, presque. Ton cerveau reptilien adore, mais ton métabolisme, lui, ne comprend rien. Il reçoit des calories vides, sans les micronutriments et la structure complexe auxquelles il a été habitué pendant des millions d'années d'évolution.
Paul Hart résume ça avec un cynisme magnifique. On peut remplacer presque n'importe quel ingrédient par une alternative modifiée bon marché. C'est ça, le secret. Ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'ingénierie de matériaux appliquée à ton tube digestif. 4. L'expérience Coco Pops, la drogue légale des enfants. Chris raconte ensuite comment il a servi des Coco Pops à sa fille. Erreur fatale. C'est comme filer du crack à un premier communiant. Dès la première cuillère, la gamine est en transe. Elle ne mange pas, elle consomme. Elle s'enfile 2 bols d'affilée, l'estomac tendu comme un tambour, les yeux vitreux. Elle s'arrête seulement quand il n'y en a plus. C'est là que tu comprends l'arnaque du nutritionnisme. Sur la boîte, il y a des feux tricolores, vert pour le gras, orange pour le sucre, etc. Riche en vitamine D, 30% de sucre en moins. C'est du baratin. C'est de la poudre aux yeux pour te déculpabiliser. Le problème n'est pas de savoir s'il y a trop de sucre ou pas assez de fibres. Le problème, c'est la nature même de l'aliment. Les Coco Pops sont conçus pour être hyper palatables, délicieux au-delà du raisonnable. Mou, pas besoin de mâcher, donc tu manges plus vite, et digéré en un éclair. Ton corps n'a pas le temps de dire « stop, j'ai assez mangé » que tu as déjà ingéré 800 calories. C'est une violation directe de tes systèmes de régulation de l'appétit. L'industrie a hacké ton système d'exploitation biologique. Et tu te demandes encore pourquoi ton gosse pique une crise quand tu lui refuses son bol. Ce n'est pas un caprice, c'est un manque. 5. La définition qui change tout. Nova. Pendant des décennies, on nous a bassinés avec le gras, le sucre et le sel. Manger moins gras, moins sucré, moins salé. Résultat, on est de plus en plus gros. Pourquoi? Parce que cette vision nutritionniste rate l'éléphant dans la pièce. Un scientifique brésilien, Carlos Monteiro, a proposé une nouvelle classification, Nova. Il ne classe pas les aliments par nutriments, mais par degré de transformation. Groupe 1, aliments non transformés, une pomme, un steak, du riz. Groupe 2, ingrédients culinaires transformés, beurre, huile, sucre, sel. Groupe 3, aliments transformés, pain artisanal, fromage, conserve de légumes. C'est des mélanges des groupes 1 et 2. C'est OK. Groupe 4, aliments ultra transformés, UPF. La définition de l'UPF est brutale. Ce sont des formulations industrielles faites de substances dérivées d'aliments et d'additifs, avec peu ou pas d'aliments entiers intacts. Si ça contient un ingrédient que tu n'as pas dans ta cuisine, genre maltodextrine, isolate de protéines de soja, sirop de glucose-fructose, c'est de l'UPF. La différence fondamentale, l'UPF n'est pas créée pour te nourrir. Elle est créée pour être achetée. Son but premier est la rentabilité financière, la longue durée de conservation et l'hyperpalatabilité. Ta santé est au mieux un dommage collatéral, au pire, un obstacle au profit. 6. Le mythe de la volonté et la culpabilité mal placée. C'est ici que Chris t'enlève un poids énorme des épaules, tout en te collant une claque. Si tu es en surpoids ou si tu n'arrives pas à arrêter de grignoter, c'est pas parce que tu es une personne faible. Ce n'est pas un manque de volonté. Arrête de te flageller. L'idée que l'obésité est une faillite morale est un mensonge entretenu par l'industrie pour se dédouaner. Manger bouger, à consommer avec modération, c'est du foutage de gueule. Comment veux-tu consommer avec modération un produit qui a été conçu par des équipes de chimistes et de psychologues pour briser ta résistance? C'est comme reprocher à quelqu'un de tousser dans une mine de charbon. L'environnement est toxique. Ton corps réagit normalement à un environnement anormal. Les chiffres sont là. Depuis les années 70, l'obésité a explosé partout. Tu crois vraiment que l'humanité entière a perdu sa volonté en même temps? Non, l'environnement alimentaire a changé. L'auteur cite une étude fascinante, celle de l'eau doublement marquée, qui prouve un truc dingue. On ne mange pas plus de calories qu'avant en moyenne, selon ce que les gens déclarent. Et pourtant, on grossit. En réalité, on mange des trucs qui dérèglent totalement la façon dont on gère l'énergie. L'UPF est un leurre biologique. 7. L'expérience d'un mois. Devenir un cobaye volontaire. Pour prouver sa thèse, Chris décide de payer de sa personne. Il va faire une expérience scientifique avec sa collègue Rachel Batterham de l'University College London. Le protocole. Pendant un mois, il mange propre, 0 UPF. Puis, pendant un mois, il adopte le régime standard d'un adolescent britannique moyen. 80% de ses calories viendront d'aliments ultra transformés. Il ne va pas se gaver à la Super Size Me.
Il va juste manger à satiété. Il va manger quand il a faim et s'arrêter quand il n'a plus faim. Sauf que, spoiler alerte, avec l'UPF, la satiété n'arrive jamais. Le but est de voir ce que ça fait à son corps, son cerveau, ses hormones. Il fait des IRM, des prises de sang, la totale. Il veut voir si, comme le suggèrent les études de Kevin Hall, l'UPF te pousse mécaniquement à manger plus sans que tu t'en rendes compte. 8 conclusions de la première partie. Ouvre les yeux. Ce début de livre pose les bases d'un constat terrifiant. Nous sommes entourés d'objets comestibles qui ressemblent à de la nourriture, qui ont le goût de la nourriture, mais qui sont en réalité des constructions industrielles conçues pour pirater nos instincts de survie. L'industrie a gagné la première manche. Elle a réussi à nous faire croire que le problème venait de nous, que nous étions trop gourmands, trop paresseux. Chris Van Tulleken est là pour te dire que c'est faux. Le problème, c'est que tu essaies de faire fonctionner un moteur de Ferrari, ton corps évolué, avec du jus de chaussettes frelatées, l'UPF. Dans les prochaines parties, on va voir exactement comment cette nourriture détruit ton corps de l'intérieur, pirate ton cerveau et pourquoi, même en sachant tout ça, il est putain difficile d'arrêter. Prépare-toi, ça va devenir moche. Le livre dont il est question s'intitule Ultra Processed People. Why do we all eat stuff that isn't food? And Why Can't We Stop? Écrit par Chris Van Tulleken, médecin et chercheur en maladies infectieuses, spécialiste de l'impact des grandes entreprises sur la santé humaine, en particulier à travers l'alimentation industrielle. Il s'agit d'un ouvrage de non-fiction qui démonte méthodiquement la place centrale prise par les aliments ultra-transformés dans nos vies, leur logique économique et la façon dont ils bousillent notre biologie, notre société et notre environnement. Il s'inscrit dans le courant critique qui considère l'obésité, les maladies métaboliques et une grande partie de la malbouffe non comme des échecs individuels, mais comme les symptômes d'un système économique structuré pour extraire un maximum de profit à partir de nos corps. Il s'agit d'un résumé indépendant, et en aucun cas il ne remplace la lecture de l'œuvre originale. Tu veux une vérité assommante. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu vis dans un système qui a été calibré pour casser ta capacité à choisir ce que tu manges sans te détruire à petit feu. Ton frigo, ton supermarché, ton appli de livraison, ton boulot, tes horaires, tout est déjà réglé pour que les aliments ultra transformés soient la solution la plus simple, la moins chère, la plus tentante et la plus difficile à lâcher. Imagine la scène. Tu rentres tard, crevé, avec un cerveau en bouillie et zéro envie de couper des légumes. Tu ouvres le placard. Devant toi, boîtes colorées, sachets qui promettent du protéiné, du équilibré, du prêt en 3 minutes. Tu sais vaguement que ce n'est pas bon. Tu le sens, même sans lire l'étiquette. Mais ton corps en a marre de la journée. Tu craques, tu chauffes, tu manges. Et, pendant que tu avales, tu te promets en sourdine que demain tu feras mieux. Sauf que demain, c'est le même scénario. Et à force, tu finis par croire que le problème, c'est toi. C'est exactement là que le livre enfonce le clou. Ce n'est pas toi le bug, c'est le système. La première clé existentielle du bouquin, c'est que l'alimentation moderne est une course aux armements permanente, où ton corps est le champ de bataille. L'auteur commence avec ce qu'il connaît le mieux, la biologie des virus. Il montre comment notre génome est lui-même un patchwork de vieux virus morts, en guerre interne avec d'autres bouts de notre ADN. On croit être une personne, unifiée, cohérente. En réalité, on est une coalition fragile de morceaux génétiques qui négocient une forme de paix instable. Et cette logique de guerre interne ne s'arrête pas à nos gènes. Elle s'étend à notre rapport à la nourriture. Manger, ce n'est pas juste ingérer des calories. C'est participer à un immense conflit pour l'énergie entre les vivants, où tout le monde, plantes, animaux, microbes, essaie de choper, défendre ou détourner cette énergie. Pendant des milliards d'années, nos corps ont appris à naviguer là-dedans avec des signaux relativement fiables. Faim, satiété, dégoût, plaisir. Puis, en 150 ans, on a balancé ce système dans un environnement qui n'a plus rien à voir. Le livre explique que, depuis la fin du XIXe siècle, et surtout après les années 1950, on a commencé à remplacer la nourriture par des assemblages de molécules. Des amidons modifiés, des sucres inversés, des protéines hydrolysées,
Des huiles de graines raffinées, blanchies, désodorisées, reconfigurées, puis recollées avec une collection d'additifs. Émulsifiants, gommes, édulcorants, exhausteurs, colorants, agents de texture. Tu crois manger du pain, du yaourt, de la glace, du poulet pané. En réalité, tu manges des produits conçus comme des pièces détachées, pensés pour être ultra stables, ultra rentables, ultra faciles à transporter et ultra faciles à surconsommer. C'est là que l'ego se fait bousiller. Au lieu d'être un maître de ses choix, il se comporte comme un chien malade qui lèche tout ce qu'on lui met sous le nez tant que ça sent fort et que ça brille. L'auteur illustre ça avec une scène toute simple. Un après-midi de soleil au parc avec sa famille. Sa fille Lyra laisse un pot de glace pistache quasiment intact au soleil. La boule reste parfaite, verte, brillante, tiède. Elles ne font pas vraiment. Lui, médecin formé, met un moment à capter à quel point c'est bizarre. Une glace qui ne fond pas à la chaleur. Il goûte, texture de mousse tiède gélatineuse. Puis il regarde la liste des ingrédients. Lait, sucre, plusieurs huiles, des gommes, des stabilisants, des émulsifiants. C'est là qu'il va voir un ancien ingénieur de l'industrie, Paul Hart, qui lui explique tranquillement que cette glace n'est pas un échec moral de l'artisanat, mais un succès logistique monumental. L'objectif de l'industriel, ce n'est pas ton plaisir intime, c'est la gestion du froid, de la chaîne de transport, des coûts de production. Les gommes et les émulsifiants ne sont pas là pour t'empoisonner, ils sont là pour empêcher les cristaux de glace de se former. Pour que le produit survive aux montées de température entre l'usine, le camion, le stock, le magasin, puis ton congélateur domestique. Bonus, ça permet de fouetter beaucoup d'air, de stabiliser la mousse, d'utiliser moins de lait, moins de crème, plus de végétal cheap et de vendre un volume plus grand pour un coût ridicule. Le principe philosophique derrière tout ça est brutal. L'ultra-transformation. Ce n'est pas une dérive. C'est la logique interne d'un système économique qui optimise tout pour le profit. Quand tu vois une liste d'ingrédients qui ressemble à un paragraphe de manuel de chimie, ce n'est pas un accident. Les amidons modifiés sont là pour imiter la texture des graisses et retenir l'eau. Les huiles de palme fractionnées remplacent le beurre. Les gommes comme la xanthane, ce slime bactérien qui colle aux surfaces, donnent de la viscosité, retiennent l'eau, stabilisent les mousses. Tout ça sert une idée simple. Remplacer des ingrédients chers, fragiles, enracinés dans une culture culinaire par des composants standardisés bon marché, issus de quelques cultures industrielles comme le maïs, le blé, le soja, la palme. C'est un tournis philosophique. Ta nourriture devient une sorte de Lego moléculaire où la seule finalité est de tenir en rayon, voyager loin, être irrésistible, tout en coûtant le moins possible à produire. L'auteur ne s'arrête pas à la technique. Il montre comment ce glissement s'enracine dans nos contraintes matérielles. Les Britanniques consacrent une proportion très faible de leur budget à l'alimentation par rapport à d'autres pays riches, alors que le logement, l'énergie, le transport explosent. Quand tu es dans les 50% les plus pauvres, suivre les recommandations officielles de bonne alimentation demanderait une part insensée de ton revenu. Résultat, les aliments ultra transformés deviennent la seule option réaliste. Ils sont moins chers, prêts en quelques minutes, pensés pour être pratiques. Pratique veut dire concrètement. Aucun temps de cuisine, aucune compétence nécessaire, aucune organisation. Tu appuies sur un bouton, tu manges. À court terme, ça te sauve un soir de fatigue. À long terme, ça te casse les genoux métaboliques. Là où le livre cogne sur ton sentiment de contrôle, c'est quand il montre comment ces produits sont conçus pour contourner tes signaux physiologiques. Les textures molles, qui demandent peu ou pas de mastication, font disparaître un des freins naturels à la surconsommation. La mastication lente, c'est du temps. C'est des signaux nerveux qui remontent au cerveau. C'est de la satiété qui se construit. Quand tu avales des céréales hyper croustillantes qui se transforment en bouillie en quelques secondes dans le lait, ou des snacks qui se dissolvent dans la bouche, tu peux avaler un volume énorme avant que ton cerveau ait le temps de mapper ce qui se passe. La densité énergétique élevée, les sucres prédigérés, les graisses modifiées, tout ça arrive dans ton système comme une vague rapide à laquelle ton organisme n'a jamais été préparé. Un peu comme si tu passais d'une rivière lente à un torrent violent sans changer de barque.
Et derrière ces choix techniques, tu as une stratégie psychologique. Les emballages ne se contentent pas de t'informer. Ils te caressent dans le sens de tes anxiétés. On ne vend plus juste un biscuit, on vend des fibres pour la digestion, des protéines pour la masse musculaire, des oméga-3 pour le cerveau. L'auteur raconte comment des produits comme certains yaourts à boire ne sont plus du tout centrés sur le lait comme aliment de base, mais sur quelques ingrédients starisés qui justifient un discours santé, alors que le reste de la formule est essentiellement une plateforme industrielle. C'est là que ton ego se comporte comme ce fameux ex-toxique de la motivation. Tu reviens vers ces produits en te disant « cette fois, c'est différent, c'est marqué santé sur l'emballage ». Alors qu'au fond, tu sais très bien que c'est la même relation bancale, encore et encore. L'échec affiché de l'auteur est aussi important. Il ne te vend pas une histoire où il découvre la vérité et devient soudain un moine alimentaire parfait. Il raconte qu'il consomme lui-même du junk, qu'il fait du sport risqué, qu'il se plante, qu'il n'a pas une vie saine en continu. Il se met en scène comme un cobaye volontaire. Il passe un mois à quasiment zéro ultra transformé, puis un mois à 80% de ses calories sous forme d'UPF, comme un adolescent britannique moyen. Il ne décide pas de se gaver, il décide simplement de manger à sa faim, quand il veut, ce qu'il a sous la main, tant que ça reste dans ce cadre ultra transformé. C'est là que l'ego prend une claque. Il constate qu'il mange plus sans s'en rendre compte, que son poids, sa sensation de bien-être, son rapport à la nourriture changent rapidement. L'échec ici, ce n'est pas de manquer de discipline. L'échec, c'est d'avoir cru trop longtemps que la discipline suffisait. En toile de fond, le livre ramène toujours la même vérité existentiellement désagréable. Tu es limité. Ton corps est limité, ton cerveau est limité. Ta capacité à résister à des environnements hyper stimulants est limitée. Et ta mortalité n'est pas seulement une fin, c'est un levier. Les maladies métaboliques, les infarctus, les cancers liés au système alimentaire ne sont pas des accidents abstraits. Ce sont des façons concrètes de raccourcir ta vie. L'industrie, elle, n'a rien à perdre à ce que tu vives 10 ans de moins, tant que tu continues à consommer jusqu'au bout. Toi, si. Tant que tu refuses de regarder ses limites, tu joues un jeu où les règles sont écrites par d'autres. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne peux pas gagner contre le système à coup de volonté pure. Ton ego qui se raconte qu'il va réussir à manger juste un peu moins de biscuits face à des équipes d'ingénieurs et de marketeurs mondialisés, c'est comme un chien malade qui croit qu'il va diriger le parc canin parce qu'il aboie plus fort. Tu peux, en revanche, commencer à choisir consciemment tes problèmes plutôt que de courir après une illusion de liberté totale. C'est là que ça devient inconfortable. Accepter que manger réel demande plus de temps, plus d'énergie mentale, plus de renoncement. Accepter que tu ne pourras pas tout optimiser, que tu ne seras jamais parfait, que tu vas continuer à te planter, même en connaissant le mécanisme. Mais au lieu de te juger sur un idéal intenable, tu peux décider quelles emmerdes tu assumes. Cuisiner simple, mais un peu plus souvent, lire une étiquette sur 2 au lieu de 0, limiter certains produits qui t'embarquent systématiquement trop loin. Tu ne sortiras jamais totalement de ce système, à moins d'aller élever des chèvres dans un coin perdu, et encore. L'auteur le sait. Il ne te propose pas une échappatoire magique, ni une pureté ascétique. Il t'invite surtout à voir le décor, à arrêter de jouer le rôle du coupable dans une pièce écrite pour que tu portes la honte pendant que d'autres encaissent les bénéfices. À accepter que oui, tu vas mourir, et que ce que tu mets dans ton corps d'ici là, c'est une manière très concrète de choisir comment tu marches vers cette fin. Non pas en cherchant une alimentation parfaite, mais en décidant quels compromis valent la peine. Pour toi, maintenant. Alors la vraie question n'est pas comment arrêter totalement l'ultra transformé. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber comme confort aujourd'hui pour souffrir un peu moins longtemps demain? Sérieusement, tu penses mériter quoi? Exactement. Une vie sans effort, sans cuisine, sans choix consciemment douloureux et sans conséquences. Ça n'existe pas. Chaque paquet prêt à consommer te vend un petit soulagement immédiat contre un potentiel inconfort plus tard. La seule liberté réelle que tu as dans ce système, c'est de décider quelle dose de ces emmerdes tu assumes et pourquoi. Choisis tes emmerdes. Point. 1.
Le mythe des bons nutriments. Pourquoi tu te fais avoir par l'étiquette? On doit casser un mythe tenace tout de suite, le nutritionnisme. C'est cette croyance quasi religieuse selon laquelle un aliment n'est rien de plus que la somme de ses nutriments. Protéines, glucides, lipides, vitamines. Si les chiffres collent, c'est bon pour toi. C'est ce que l'industrie te vend et c'est ce que ton cerveau rationnel achète pour se rassurer. Chris Van Tulleken démolit cette idée avec la précision d'un chirurgien bourré aux caféines. Le problème des aliments ultra transformés, AUT, ce n'est pas qu'ils sont trop gras, trop sucrés ou trop salés. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt radioactive. Le problème, c'est que la structure même de la nourriture a été annihilée. Prends une orange. Elle contient du sucre, des fibres, de l'eau, des vitamines, le tout emprisonné dans une matrice cellulaire complexe. Quand tu la manges, ton corps doit bosser pour extraire le sucre. La libération est lente, le pic d'insuline est modéré, ton foie gère. Maintenant, prends un soda à l'orange. Ou pire, un jus de fruits industriels reconstitué. Les nutriments sont peut-être chimiquement similaires sur le papier, mais la matrice a disparu. Le sucre arrive dans ton sang comme un tsunami. Ton foie panique. Ton pancréas hurle. L'industrie adore le nutritionnisme. Pourquoi? Parce que si le problème c'est juste le gras ou le sucre, ils peuvent reformuler. Moins 30% de sucre, remplacé par des édulcorants, enrichis en fibres, de la poudre de bois ou d'amidon ajouté. Ils peuvent continuer à te vendre la même merde déstructurée en changeant juste les dosages pour avoir un bon score sur l'application Yuka ou le Nutri-Score. C'est une arnaque intellectuelle. Manger des nutriments isolés réassemblés, c'est comme essayer de lire un livre dont on aurait découpé tous les mots pour les mettre dans un sac en vrac. Les mots sont là, mais l'histoire a disparu. Et ton corps, lui, a besoin de l'histoire. 2. Le beurre de charbon. L'apogée de l'horreur synthétique. Si tu penses que j'exagère avec le terme non-nourriture, laisse-moi te raconter l'histoire du beurre de charbon. C'est le chapitre 4, et c'est probablement le moment où tu vas regarder ton frigo avec un mélange de terreur et de fascination morbide. L'histoire remonte à l'Allemagne nazie, évidemment. Qui d'autre pour optimiser l'horreur? Coupé de l'accès aux graisses naturelles, beurre, huiles importées. Par la guerre, ils ont dû innover. Arthur Imhausen, un chimiste, a mis au point un procédé pour fabriquer de la graisse comestible à partir de charbon. Oui, tu as bien lu, du charbon. Le processus est de la pure alchimie industrielle. On transforme le charbon en cire de paraffine, puis on oxyde la paraffine pour obtenir des acides gras qu'on met en mélange avec de la glycérine, un sous-produit de la fabrication du savon. On blanchit, on désodorise, on ajoute des arômes, et bim, une margarine synthétique. Les nazis ont nourri des prisonniers de camp et des soldats avec ça. Le pire, ça marchait. Les gens ne mouraient pas de faim tout de suite. Ils ne vomissaient pas instantanément. Pourquoi Christ te raconte ça? Pour te montrer qu'il n'y a techniquement aucune limite à ce que l'industrie peut te faire avaler. Aujourd'hui, on ne mange plus de beurre de charbon, trop cher à produire face à sa huile de palme et au soja. Mais le principe reste le même. Prendre une matière première brute qui n'a rien à voir avec de la nourriture humaine. Soja pour bétail, maïs industriel, résidus pétrochimiques pour certains additifs. La traiter chimiquement jusqu'à ce qu'elle soit méconnaissable et la vendre comme un délice. Quand tu manges une barre chocolatée ou une sauce toute prête, tu ne manges pas du charbon, mais tu manges la philosophie du beurre de charbon. L'idée que la nourriture n'est qu'un assemblage de molécules interchangeables et que l'origine n'a aucune importance tant que le goût est acceptable et que tu ne meurs pas dans l'heure qui suit. 3. La matrice alimentaire. Ce que tu as perdu. Revenons à cette idée de matrice. C'est le concept central pour comprendre pourquoi l'AOT te bousille. Dans un aliment brut, viande, légumes, fruits, graines, les nutriments sont enfermés dans une structure physique. Cette structure dicte la vitesse de digestion. L'ultra-transformation, par définition, détruit cette structure. C'est de la prédigestion externalisée. Les usines font le travail que ton estomac et tes intestins devraient faire. Elles cuisent, broient, extrudent, hydrolysent. Résultat? Quand tu avales un produit ultra-transformé, il est absorbé massivement et rapidement, souvent dès le début de l'intestin grêle. Ton intestin, c'est un tube long de plusieurs mètres. La partie basse,
L'iléon est censé recevoir de la nourriture pour déclencher des signaux de satiété puissants via des hormones comme le GLP-1 ou le PEY. Mais si tout est absorbé avant d'arriver là, ces signaux ne partent jamais. C'est pour ça que tu peux manger 1000 calories de chips et avoir faim 1 heure après. Ton corps a reçu l'énergie, mais tes capteurs de satiété profonds n'ont jamais été activés. Tu es plein d'énergie, mais biochimiquement affamé. C'est un bug système exploité par les industriels. Ils ont créé des aliments qui sont invisibles pour tes mécanismes de régulation de l'appétit. L'auteur explique que ce n'est pas un complot machiavélique ou des types en costume rien en caressant un chat blanc. C'est juste l'évolution darwinienne du marché. Les produits qui se vendent le mieux sont ceux qu'on mange le plus vite et qui ne coupent pas l'appétit. Donc, mécaniquement, les rayons se remplissent de ces produits-là. C'est la survie du plus addictif. 4. La fausse promesse de l'éthique et du bio. Tu te dis peut-être, OK, mais moi je mange bio, je mange vegan, je fais attention. Désolé de te casser ton délire, mais l'AIT se fiche de tes valeurs morales. Il existe de la malbouffe éthique. Le burger vegan ultra transformé est l'exemple parfait. C'est souvent un chef-d'œuvre de chimie industrielle. Pour imiter la texture et le sang de la viande, on utilise des protéines de poids isolées, des huiles modifiées, de la méthylcellulose, colle à papier peint, basiquement, des arômes de fumée, du jus de betterave fermenté. Est-ce que c'est mieux pour la planète? Probablement. Est-ce que c'est mieux pour les animaux? Sûrement. Est-ce que c'est mieux pour ton corps? Pas forcément. Pour ton métabolisme, c'est toujours une bouillie prédigérée hyper dense qui dérègle tes signaux. L'étiquette bio sur un paquet de biscuits ne change rien au fait que c'est un biscuit industriel. Le sucre bio fait monter ton insuline exactement comme le sucre conventionnel. L'huile de palme bio bouche tes artères avec la même efficacité. Chris insiste, le problème n'est pas la naturalité des ingrédients au sens poétique, mais le degré de transformation. L'arsenic est naturel, ce n'est pas pour ça que tu en mets dans ton café. 5. La pauvreté comme otage. L'auteur aborde ici un point crucial, l'injustice sociale. Il est facile de dire manger des produits frais quand tu as du temps et de l'argent. Mais l'AOT est devenu la base alimentaire des pauvres. Pourquoi? Parce que c'est moins cher aux calories, parce que ça se conserve longtemps, pas de gaspillage, parce que ça ne demande pas d'énergie pour cuisiner. Le gaz et l'électricité coûtent cher. L'industrie se défend en disant « Nous nourrissons le monde à bas prix ». C'est l'argument ultime. Mais Chris retourne l'argument. Vous ne nourrissez pas le monde. Vous l'empoisonnez à petit feu tout en extrayant de la valeur. C'est une taxe sur la pauvreté. Les pauvres payent 2 fois. Une fois à la caisse du supermarché pour de la fausse nourriture et une fois à l'hôpital avec leur santé, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. L'AOT n'est pas un progrès social, c'est un outil de maintien de la précarité. Il te maintient en vie juste assez longtemps pour que tu continues à bosser et à consommer, mais dans un état de santé dégradé qui t'empêche de te révolter ou de changer de vie. 6. Conclusion de la 3e partie. Tu manges des mensonges. À ce stade du livre, tu commences à comprendre que tu vis dans une simulation. Ce que tu appelles rayon alimentation est en fait un rayon chimie comestible. Le beurre de charbon n'est pas une anomalie de l'histoire. C'est le paradigme actuel poussé à son extrême. Nous mangeons des choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'évolution. Ton corps est une machine vieille de plusieurs millions d'années, calibrée pour un environnement de rareté, où le sucre était rare, fruits de saison, miel gardé par des abeilles vénères, et où le gras demandait de courir après une antilope. Aujourd'hui, tu as accès à des gisements infinis de sucre et de gras, pré-mâchés par des machines, livrés à ta porte. C'est comme si tu essayais de faire tourner un logiciel de 2024 sur un ordinateur des années 80. Ça plante. L'obésité, ce n'est pas le matériel qui est défectueux, c'est le logiciel qui est incompatible. Et le pire, tu n'as même pas choisi d'installer ce logiciel. Il était préinstallé quand tu es né. 1. Le cerveau piraté. Pourquoi tu ne peux pas juste manger un seul? Chris Van Tulleken nous emmène maintenant dans la salle des machines, ton cerveau. Tu connais cette sensation. Tu ouvres un paquet de Pringles. Tu te dis juste 3. Et 10 minutes plus tard, tu lèches la poussière salée au fond du tube en te demandant ce qui s'est passé.
une absence, une possession démoniaque. Non, c'est de la neurobiologie appliquée. L'auteur explore les mécanismes de la récompense. L'AOT active les mêmes circuits dopaminergiques que la drogue, l'alcool ou le tabac. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Quand tu manges du sucre combiné à du gras, un mélange quasi inexistant dans la nature, sauf dans le lait maternel, ce qui explique beaucoup de choses, ton cerveau s'illumine comme un sapin de Noël. Il crie « C'est génial! Survie! Stock !» Mais l'industrie va plus loin. Elle joue sur le ratio parfait gras-sucre, sur la texture, le croustillant qui devient fondant, sur la vitesse de fonte en bouche. Il y a un concept clé, la densité calorique. Dans la nature, les aliments très denses en calories sont rares et souvent longs à manger. Noix à casser, viande à chasser. L'AOT te permet d'ingérer 500 calories en 3 bouchées molles. Ton cerveau, qui associe volume gastrique et satiété, est complètement largué. Il n'a pas reçu le mémo que tu as déjà mangé l'équivalent d'un repas complet en apéro. 2. L'addiction. Le mot tabou. L'industrie déteste le mot addiction. Ils préfèrent parler de plaisir, de gourmandise, de moments de partage. Mais scientifiquement, le débat est clos pour Chris. L'AOT coche toutes les cases de la substance addictive. 1. Consommation compulsive malgré la volonté d'arrêter. 2. Craving, envie irrésistible. 3. Effet de sevrage, irritabilité, maux de tête quand tu arrêtes le sucre. 4. Tolérance. Il t'en faut plus pour avoir le même plaisir. L'auteur cite des études sur les rats. Si tu donnes à des rats le choix entre de la nourriture normale et de l'eau sucrée ou des aliments de type cafétéria, saucisses, gâteaux, ils se gavent des saloperies jusqu'à l'obésité morbide, en ignorant la nourriture saine. Pire, ils continuent à en manger même si on leur associe des chocs électriques. Ils sont prêts à souffrir pour leur dose. Ça te rappelle quelqu'un devant le frigo à minuit. L'addiction alimentaire n'est pas reconnue officiellement comme l'addiction à la cocaïne, mais les mécanismes sont similaires. Et l'objet de l'addiction n'est pas la nourriture en général, c'est spécifiquement l'AOT. Personne ne fait une crise de boulimie sur du brocoli vapeur. 5. L'ennemi intérieur. Ton microbiome, on change d'échelle. On descend au niveau microscopique. Tu n'es pas seul. Tu es un vaisseau spatial pour des milliards de bactéries, ton microbiote. Ces bactéries sont tes alliés. Elles t'aident à digérer, produisent des vitamines, régulent ton immunité et même ton humeur. Elles mangent ce que tu manges. Et devine quoi? Elles détestent l'AOT. Quand tu manges des fibres, fruits, légumes, grains entiers, tu nourris les bonnes bactéries. Elles fermentent ces fibres et produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui protègent ton intestin et envoient des signaux de satiété au cerveau. Quand tu manges de l'AOT, pauvre en fibres, riche en sucre et additifs, tu affames tes bonnes bactéries. Pire, certains additifs, comme les émulsifiants, polysorbate 80, carboxyméthylcellulose, agissent comme des détergents. Ils dissolvent la couche de mucus qui protège ta paroi intestinale. Résultat, les bactéries entrent en contact direct avec tes cellules intestinales. Inflammation, leaky gut, intestin perméable. Des morceaux de bactéries passent dans ton sang. Ton système immunitaire s'affole. Inflammation chronique de bas grade. Et cette inflammation est liée à tout. Obésité, dépression, diabète, allergie. Tu ne nourris pas seulement ton corps avec de la merde. Tu massacres tes alliés intérieurs et tu ouvres les portes de la forteresse aux barbares. 6. Les enfants. Les premières victimes. Le chapitre sur les enfants est le plus dur à lire si tu es parent. Chris explique comment l'industrie cible les enfants dès le berceau. Les laits infantiles de croissance, souvent bourrés de sucre inutile et d'arômes vanille pour habituer le palais du bébé au goût sucré industriel. Les purées en gourde, même si elles sont 100% fruits, elles sont pasteurisées, cuites, lisses, ultra sucrées par concentration. L'enfant apprend à aspirer du sucre, pas à mâcher des textures complexes ou à apprécier l'amertume d'un légume. Le marketing est prédateur. Personnages de dessins animés, jouets dans les boîtes, jeux vidéo en ligne, advergames. Il contourne les parents pour parler directement à l'instinct de l'enfant. Et ça marche. Les enfants d'aujourd'hui sont la première génération qui pourrait vivre moins longtemps que ses parents à cause de l'alimentation. L'auteur ne blâme pas les parents. Il sait que c'est un combat impossible.
Essayer d'empêcher un enfant de manger de l'out dans notre société, c'est comme essayer de l'empêcher de respirer de l'air. C'est partout. Cantine, goûter d'anniversaire, supermarché, télé. Chris raconte comment sa propre fille est devenue un zombie du sucre. Ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de biologie. Un cerveau en développement n'a aucune défense contre une ingénierie alimentaire conçue par des adultes bardés de diplômes pour le rendre accro. 7. L'illusion du choix et la liberté. On arrive au cœur philosophique du problème. Les libertariens et l'industrie te diront « Laissez les gens choisir, c'est la liberté individuelle ». Chris répond « Quelle liberté? Est-ce que tu es libre quand ton environnement a été construit pour te manipuler? Est-ce que tu es libre quand tes choix sont dictés par une addiction chimique? Est-ce que tu es libre quand l'option saine coûte 3 fois plus cher et demande 2 heures de cuisine que tu n'as pas? La liberté de choisir entre Pepsi et Coca, entre Doritos et Pringles, ce n'est pas une liberté. C'est une illusion de variété dans une prison nutritionnelle. L'auteur compare ça à la cigarette. On a mis des décennies à admettre que fumer n'était pas un choix de vie cool, mais une addiction mortelle vendue par des menteurs. Pour l'OT, on en est encore au stade où on blâme le fumeur pour sa toux. L'argument de la responsabilité personnelle est le bouclier ultime de l'industrie. Tant qu'on pense que c'est de notre faute, on ne demande pas de régulation. On demande des régimes. Et l'industrie des régimes, souvent détenue par les mêmes groupes agroalimentaires, est ravie de nous vendre la solution à un problème qu'ils ont créé. C'est le mouvement perpétuel du profit. 6. Conclusion de la 4e partie. Le piège est parfait. Tu es cerné. Ton cerveau est hacké par la chimie. Ton ventre est en guerre civile bactérienne. Ton environnement social te pousse à consommer. Ton portefeuille te limite aux options toxiques. Et ta culture te dit que c'est ta faute si tu es gros. C'est un piège parfait. Une architecture de l'échec. Mais comprendre le piège, c'est la première étape pour essayer d'en sortir. Ou au moins pour arrêter de se détester d'être tombé dedans. Chris ne te dit pas « c'est foutu ». Il te dit « regarde les barreaux de la cage ». Une fois que tu les vois, tu peux commencer à chercher la lime. Dans les prochaines parties, on va voir comment l'industrie a réussi à infiltrer la science elle-même pour brouiller les pistes et pourquoi les agences de régulation ne font rien pour t'aider. 1. L'infiltration scientifique. Quand Coca finance l'étude sur l'obésité. Tu te demandes sûrement, mais si c'est si mauvais, pourquoi les scientifiques ne hurlent pas? La réponse est simple, beaucoup sont payés pour chuchoter. Chris Van Tulleken aborde ici un sujet qui fâche, le conflit d'intérêts systémique. L'industrie agroalimentaire finance massivement la recherche en nutrition. Pourquoi? Pour orienter la science. Leur stratégie est subtile. Ils ne payent pas les chercheurs pour mentir, c'est trop risqué. Ils payent pour poser les bonnes questions. Exemple classique. Coca-Cola a financé des millions de dollars de recherche pour prouver que l'obésité est causée par le manque d'exercice physique, pas par le sucre. Ils ont créé le Global Energy Balance Network. Le message, toutes les calories se valent. Si vous êtes gros, c'est que vous ne bougez pas assez. Allez courir et buvez un Coke. C'est brillant. Ça déplace la responsabilité du produit vers le consommateur. C'est le détournement d'attention ultime. Chris montre comment des conférences entières de nutrition sont sponsorisées par Nestlé, Danone ou PepsiCo. Les chercheurs mangent des petits fours offerts par ceux-là même qu'ils sont censés étudier. C'est comme si la conférence sur le cancer du poumon était sponsorisée par Marlboro. Résultat, la science est polluée. Les études financées par l'industrie ont 4 à 8 fois plus de chances d'avoir des conclusions favorables à l'industrie que les études indépendantes. C'est statistique. 2. La Fondation de la nutrition Brittany F. Le loup dans la bergerie. L'auteur prend l'exemple de la British Nutrition Foundation. Ça sonne officiel, sérieux, indépendant. En réalité, c'est une organisation caritative financée par, roulement de tambour, l'industrie alimentaire. Ses membres incluent McDonald's, Coca-Cola, Nestlé, Tate & Lyle, Sucre, etc. Leur rôle, fournir des informations scientifiques aux écoles, aux médecins, au gouvernement. Ils produisent des fiches pédagogiques pour les enfants qui expliquent qu'il n'y a pas de mauvais aliments, juste des mauvais régimes. Ils normalisent l'AOT comme une partie inévitable et acceptable de l'alimentation. C'est de la capture réglementaire.
L'industrie s'est assise à la table des décisions. Quand le gouvernement veut faire une loi contre l'obésité, il consulte ses experts. Et devine ce qu'ils disent. Surtout pas de taxes, surtout pas d'interdiction. Il faut de l'éducation et de l'exercice, c'est-à-dire des mesures qui ne marchent pas mais qui ne coûtent rien aux actionnaires. Chris dénonce cette mascarade. C'est un conflit d'intérêts institutionnalisé qui paralyse toute action politique réelle. 3. L'échec des politiques publiques. Pourquoi rien ne change? Depuis 30 ans, les gouvernements UK, USA et ailleurs multiplient les plans obésité. Résultat, l'obésité augmente toujours. Pourquoi? Parce que les politiques sont basées sur le volontariat de l'industrie. S'il vous plaît, réduisez le sucre. L'industrie répond « Oui, oui, on va essayer ». Et ils ne font rien, ou alors ils remplacent le sucre par de l'amidon modifié. L'exemple de la taxe sucre au Royaume-Uni est révélateur. Ça a été une bataille homérique. L'industrie a hurlé à la mort de l'économie, à la perte d'emplois, à l'état nounou. Finalement, la taxe est passée. Et miracle, les fabricants ont reformulé leurs boissons pour passer sous le seuil taxable. Le taux de sucre dans les sodas a baissé. Ça prouve deux choses. 4. L'industrie peut changer ses recettes si on la force via son portefeuille. 5. Seule la contrainte légale fonctionne. La responsabilité sociale des entreprises, c'est du vent. Mais c'est une petite victoire dans une guerre perdue. L'AOT est toujours partout, toujours moins cher, toujours promue par un marketing agressif. Les gouvernements ont peur de s'attaquer au Big Food comme ils se sont attaqués au Big Tobacco. Ils ont peur de l'argument liberté et de l'argument pouvoir d'achat. 6. La stigmatisation comme outil de contrôle. L'auteur revient sur la souffrance des personnes en surpoids. La stigmatisation de l'obésité n'est pas un effet secondaire malheureux du système. C'est un outil fonctionnel. Tant qu'on pense que les gros sont des feignants sans volonté, on ne regarde pas l'industrie. La honte maintient le statu quo. Les médecins eux-mêmes sont biaisés. Ils voient l'obésité comme un échec du patient à suivre leurs conseils. Mangez moins, bougez plus. Ils ne voient pas que leurs conseils sont inapplicables dans l'environnement actuel. Chris raconte des histoires de patients qui se font humilier par le corps médical. On leur dit de maigrir avant de traiter leurs genoux ou leur cœur. Comme si maigrir était aussi simple que de changer de chemise. Cette honte pousse les gens à manger plus, manger pour apaiser l'émotion négative et à éviter les médecins. C'est un cercle vicieux mortel. L'auteur appelle à une empathie radicale. L'obésité est une réponse biologique normale à un environnement anormal. Arrêtons de blâmer les victimes. 5. L'arnaque de l'exercice physique pour maigrir. Il faut qu'on parle du sport. Faire du sport, c'est génial. C'est bon pour le cœur, le moral, les os, le sommeil. Fais du sport. Mais faire du sport pour maigrir, c'est une stratégie vouée à l'échec pour la majorité des gens. Pourquoi? Parce que ton corps est une machine de survie économe. Si tu cours 1 heure, tu brûles, disons, 400-500 calories. Ensuite, 2 choses se passent. 1. Tu as faim. Ton cerveau te pousse à compenser. Et avec l'AOT, tu reprends ces 500 calories en 30 secondes, un muffin et c'est réglé. 2. Ton corps s'adapte. Il baisse ton métabolisme de base le reste de la journée. Tu gigotes moins, tu as plus froid. Il économise pour compenser la dépense. L'étude des Hadzas, chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, par Herman Pontzer montre un truc fou. Ils bougent toute la journée, mais ils brûlent la même quantité totale de calories par jour qu'un occidental sédentaire. Le corps a un plafond de dépenses énergétiques. Donc, l'équation calories in, calories out est simpliste. Tu ne peux pas courir pour effacer une mauvaise alimentation. You can't outrun a bad diet. L'industrie adore promouvoir le sport parce que ça détourne l'attention de la bouffe. Sponsorisé par Coca-Cola, les Jeux Olympiques. Tu vois l'ironie. 3. Conclusion de la 5e partie. La science est une arme. Chris Van Tulleken te montre que la science n'est pas neutre. Elle est un champ de bataille. Des milliards sont dépensés pour créer du doute, de la confusion. Le sucre est-il vraiment mauvais? Les études sont contradictoires. L'hôte n'est pas clairement défini. C'est la stratégie du doute des marchands de tabac, réappliquée à la nourriture. Tant qu'il y a doute, il n'y a pas de régulation. Tu dois devenir un consommateur de science averti. Regarde qui finance l'étude. Regarde les conflits d'intérêts. Et surtout, fais confiance à ton bon sens évolutif.
Ton arrière-grand-mère ne mangeait pas de gomme xanthane et elle n'était pas obèse. Ce n'est pas parce qu'une étude financée par Nestlé dit que c'est sûr que c'est sain. Sûr veut dire tu ne meurs pas tout de suite. Sain veut dire ça nourrit ton corps pour qu'il fonctionne optimalement. Ce n'est pas la même chose. 4. Les additifs. Le cocktail chimique invisible. Chris plonge maintenant dans la soupe chimique. On a parlé de la structure, mais parlons des molécules elles-mêmes. Il y a des milliers d'additifs autorisés. Beaucoup sont considérés comme gras, Generally Recognized as Safe aux USA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la FDA, l'agence américaine, n'a pas besoin de preuves solides de sécurité si l'industrie dit « T'inquiète, on l'utilise depuis longtemps ». C'est le Far West. Prenons les émulsifiants. CMC, polysorbate 80. Ils sont utilisés pour que le gras et l'eau se mélangent dans les sauces, les glaces, les pains de mie moelleux. Chris cite des études, notamment celle de Benoît Chassin, qui montrent que chez les souris, ces trucs décapent le mucus intestinal et causent syndrome métabolique et inflammation. Mais attendez, c'est pas tout. Les édulcorants artificiels, aspartame, sucralose, stevia, on te les vend comme la solution miracle. Le goût sucré sans les calories. Le problème, ton cerveau n'est pas dupe. Il goûte le sucré, il prépare le métabolisme à recevoir du sucre et rien n'arrive. Ça crée une dissonance. Ton cerveau réclame son dû. Résultat, tu as faim et tu manges plus au repas suivant. De plus, ces édulcorants modifient aussi ton microbiote. Le sucralose peut réduire tes bonnes bactéries de 50%. C'est un pesticide pour tes intestins. 5. Le pain qui ne rassit jamais. Le pain est le symbole de notre civilisation. Farine, eau, sel, levure, c'est tout. Mais regarde le pain de mie industriel. Il contient souvent 15 ingrédients ou plus. Des conservateurs, propionate de calcium, des émulsifiants, E461-62, de la farine de soja, du gluten ajouté, de l'acide ascorbique, des enzymes. Pourquoi? Pour la vitesse. Le vrai pain demande du temps. Le temps de la fermentation, le vin. C'est pendant ce temps que les bactéries prédigèrent le gluten et rendent les minéraux accessibles. Le pain industriel est fait avec le Corleywood Bread Process, une méthode inventée dans les années 60 pour faire du pain en quelques minutes avec des mixeurs ultra rapides, beaucoup de levure et des améliorants chimiques. Le résultat est un pain mou, hyper aéré, qui ne moisit pas avant 2 semaines. Mais nutritionnellement, c'est une catastrophe. C'est de l'amidon pur, un indice glycémique explosif, difficile à digérer. Le gluten n'a pas été dégradé, qui te ballonne et te fait grossir. Le pain, aliment de base, est devenu un vecteur de maladie. 6. La globalisation de l'AOT. L'empire contre-attaque. Chris élargit la focale. Ce n'est pas juste un problème occidental, c'est une pandémie mondiale. L'industrie agroalimentaire a saturé les marchés occidentaux. On ne peut pas manger plus, on est déjà plein. Alors, ils visent les marchés émergents. Afrique, Asie, Amérique du Sud. Ils utilisent les mêmes tactiques que les marchands de tabac. Ils inondent les petits commerces, ils font du marketing agressif. Ils cassent les prix pour détruire la concurrence locale, les marchés traditionnels. Au Brésil, Nestlé a des vendeuses à domicile qui vont en bateau dans les coins reculés de l'Amazonie pour vendre des biscuits et du lait en poudre sucrée aux populations indigènes. Ils appellent ça « apporter le progrès ». Chris appelle ça du néocolonialisme métabolique. Le résultat est immédiat. Explosion du diabète, de l'obésité et de l'hypertension dans des populations qui ne connaissaient pas ces maladies il y a 20 ans. Ils détruisent des cultures culinaires millénaires en une génération. Ils remplacent le manioc, le poisson et les fruits par des chips et du soda. C'est un génocide culturel et sanitaire silencieux. 4. Les déchets plastiques. L'autre phase de l'AOT. Tu ne peux pas séparer l'AOT de son emballage. L'AOT est son emballage. Comme c'est une nourriture conçue pour durer des mois sur une étagère, elle doit être scellée hermétiquement dans du plastique multicouche. Chris fait le lien avec la crise environnementale. La majorité des déchets plastiques qu'on retrouve dans l'océan, ce sont des emballages alimentaires. Coca-Cola est le plus gros pollueur plastique du monde. Quand tu achètes de l'AOT, tu achètes aussi du déchet futur. Tu finances l'industrie pétrochimique qui fait le plastique et l'industrie agroalimentaire qui l'utilise. C'est le même business. De plus, le plastique n'est pas inerte. Des phtalates et des bisphénols migrant de l'emballage vers la nourriture, surtout si c'est gras et chaud. Ce sont des perturbateurs endocriniens.
Il mime tes hormones, perturbe ton métabolisme. L'AOT te pollue de l'intérieur, additif, et de l'extérieur, plastique. C'est un système toxique total. 5. L'argument du coût. Manger sain coûte-t-il vraiment plus cher? C'est la grande question. Je n'ai pas les moyens de manger bien. Chris nuance. Oui, si tu compares calorie par calorie, l'AOT est imbattable. Le sucre et l'huile sont les sources d'énergie les moins chères du monde, grâce aux subventions agricoles massives pour le maïs et le soja. Mais si tu compares nutriment par nutriment, protéines, vitamines, l'équation change. Des lentilles, des haricots, des œufs, des légumes de saison, du riz en vrac, c'est pas forcément cher. Le problème, c'est le coût caché. Le temps, l'énergie, le savoir-faire, l'équipement, casserole, gaz. L'industrie a réussi à rendre la cuisine obsolète. Beaucoup de jeunes adultes ne savent plus faire cuire un œuf ou des pâtes. Ils dépendent totalement de l'industrie. C'est une perte d'autonomie terrifiante. Réapprendre à cuisiner, même des trucs basiques, c'est un acte de résistance politique. C'est reprendre le contrôle de ses moyens de production de vie. 6. Conclusion de la 6e partie. La perte de sens. L'auteur touche ici à quelque chose de plus profond que la santé. Il parle de la perte de sens. Manger, c'est un acte social, culturel, quasi sacré. C'est partager, c'est se relier à la terre, aux saisons. L'eau désacralise tout. On mange seul devant un écran en marchant dans la voiture. On mange des produits, pas des aliments. On a transformé la communion en consommation. Cette aliénation alimentaire participe au mal-être général. On est déconnecté de notre corps, de notre environnement, des autres. L'AOT est le carburant parfait pour une société de travailleurs isolés, pressés et anxieux. Elle nous permet de continuer à courir dans la roue du hamster sans nous arrêter pour nous demander « Mais qu'est-ce qu'on fout ?» Arrêter l'AOT, c'est aussi décider de ralentir, de s'asseoir, de goûter, de respecter ce qu'on met dans son corps. C'est subversif. 1. Les défenseurs du diable. L'argument de la reformulation. On arrive à un point critique où l'industrie tente de sauver la face. Chris nous parle de la stratégie de la reformulation. C'est la réponse officielle des géants de l'agroalimentaire face aux critiques. Le discours est le suivant. D'accord, nos produits sont un peu trop sucrés salés. On a compris. On va s'engager à réduire le sel de 10% et le sucre de 15% d'ici 2030. Et les gouvernements applaudissent. Bravo pour cet engagement volontaire. Mais c'est un leurre absolu. Pourquoi? Parce que changer la quantité de sel ou de sucre ne change pas la nature ultra transformée du produit. Si tu prends une barre chocolatée industrielle, que tu enlèves un peu de sucre et que tu le remplaces par de la fibre de racine de chicorée ou de la maltodextrine, c'est toujours une barre ultra transformée. C'est toujours mou, hyper palatable et ça ne coupe toujours pas la faim. Pire, la reformulation sert souvent d'excuse pour ajouter encore plus d'additifs. Pour compenser la perte de goût ou de texture due à la réduction de gras-sucre, ils ajoutent des exhausteurs de goût, des gélifiants, des arômes. Le produit devient chimiquement plus complexe, pas plus sain. C'est comme essayer de rendre une cigarette plus saine en changeant la couleur du filtre. Le problème, c'est le tabac, pas le filtre. Ici, le problème, c'est le process industriel, pas juste le dosage des ingrédients. 2. L'hypothèse des protéines. Pourquoi tu as toujours faim? Chris introduit une théorie fascinante, l'hypothèse du levier protéique, Protein Leverage Hypothesis, développée par les chercheurs Robenheimer et Simpson. L'idée est simple. Tous les animaux, y compris nous, ont un appétit spécifique pour les protéines. On mange jusqu'à ce qu'on ait atteint notre quota de protéines nécessaires. Dans un environnement naturel, les protéines viennent avec un ratio équilibré de gras et de fibres. Mais dans l'environnement moderne, l'AOT est diluée en protéines. C'est surtout du gras et du sucre, car les protéines coûtent cher, le sucre ne coûte rien. Donc, pour atteindre ton quota de protéines, disons 15% de ton apport, tu es obligé de manger une quantité massive de calories totales. Si ton paquet de chips ne contient que 2% de protéines, tu vas devoir bouffer 5 paquets pour avoir ta dose de protéines. Et en faisant ça, tu ingères des milliers de calories de gras-sucre en passager clandestin. Tant que ton besoin en protéines n'est pas satisfait, ton corps continue de crier « j'ai faim ». Tu continues de manger des calories vides en cherchant désespérément les acides aminés manquants.
C'est une explication biologique puissante à la surconsommation. L'industrie dilue la nutrition pour te forcer à acheter plus de volume. 3. La fin de l'expérience. Le bilan médical de Chris. Retour à l'expérience personnelle de l'auteur. Son mois à 80% d'AOT touche à sa fin. Les résultats sont catastrophiques. Il a pris 6 kilos en 4 semaines. Si on extrapole, ça fait plus de 62 kilos en un an. Évidemment, ça se stabiliserait avant, mais l'idée est là. Son IRM cérébral montre des changements dans la connectivité neuronale. Les zones de la récompense et de l'automatisme sont suractivées. Les zones du contrôle cognitif sont affaiblies. Son cerveau a commencé à se recabler comme celui d'un drogué. Ses hormones sont en vrac. Sa leptine, hormone de satiété, a augmenté, signe de résistance. Sa gréline, hormone de la faim, est déréglée. Il se sent mal. Il dort mal. Il est anxieux. Il a des hémorroïdes, manque de fibres plus constipation. Sa libido est au point mort. Il est irritable avec ses enfants. Il se sent vieux. C'est la preuve par l'exemple. L'AOT ne te fait pas juste grossir. Elle te vieillit, elle t'éteint, elle te rend misérable. Et le plus effrayant, c'est l'état normal de millions de personnes qui pensent que c'est juste ça, la vie. Non, c'est pas la vie. C'est l'empoisonnement. 4. La dépendance commerciale. Les supermarchés sont complices. Ce ne sont pas juste les fabricants qui sont en cause, ce sont les distributeurs. Les supermarchés. Leur modèle économique repose sur l'AOT. Les marges sur les produits frais, fruits et légumes, sont faibles. Les pertes sont élevées, ça pourrit. Les marges sur l'AOT sont énormes, ça se garde des mois. Donc ils mettent l'AOT partout. En tête de gondole. Aux caisses, pour l'achat d'impulsion. Dans les promos, 2 achetés, 1 offert. Tu n'as jamais vu 2 brocolis achetés, 1 offert. Par contre, les biscuits, c'est tout le temps. L'agencement du magasin est un piège spatial. Tu es obligé de traverser les rayons de tentation pour aller chercher le lait ou le pain. Les programmes de fidélité tracent tes achats pour te cibler avec des promos sur tes vices. Tiens, tu aimes les pizzas surgelées. En voici une autre moins chère. Le supermarché n'est pas un lieu neutre de distribution. C'est une machine à pousser l'AOT. 5. Faut-il tout interdire? La question de la prohibition. Face à ce constat, la tentation est grande de dire « interdisons tout ». Mais Chris est réaliste. La prohibition ne marche jamais bien, et on ne peut pas interdire la nourriture. Contrairement au tabac, on doit manger. De plus, l'AOT est devenu nécessaire pour la survie économique de beaucoup de gens pauvres. Si tu supprimes l'AOT demain sans changer les salaires ou le prix des produits frais, tu provoques des émeutes de la faim. La solution n'est pas binaire, elle est systémique. Il faut rendre le vrai manger accessible et l'AOT moins attractif. Taxes, étiquetage noir, comme sur les cigarettes. Ce produit nuit à votre santé. Interdiction de la pub pour les enfants. Interdiction des ventes dans les écoles, hôpitaux. Il faut traiter l'AOT comme ce qu'il est, une substance récréative potentiellement dangereuse, pas comme un aliment de base. 6. Conclusion de la 7e partie. Le réveil brutal. Cette partie confirme que le piège est biologique, économique et politique. L'expérience de Chris montre que personne n'est immunisé. Même un médecin expert qui sait exactement ce qui se passe ne peut pas empêcher son corps de réagir à la chimie. La seule issue est de changer l'environnement. Mais en attendant que la révolution politique arrive, ne retiens pas ton souffle, tu dois changer ton environnement immédiat. Ta cuisine, ton frigo, ta route pour aller au boulot. C'est une guerre de tranchées personnelles. 1. Les solutions politiques, ce qu'il faudrait vraiment faire. Chris Van Tulleken quitte sa casquette de cobaye pour enfiler celle d'activiste politique. Il pose les cartes sur la table. Si on attend que l'industrie se régule elle-même, on est mort, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il propose un plan de bataille inspiré de la lutte anti-tabac. Attention, c'est pas du « yaka faucon ». C'est basé sur des preuves d'efficacité, quand on a le courage de les appliquer. 2. Étiquetage noir. Fini les petits codes couleurs mignons ou les Nutri-Score compliqués que l'industrie arrive à hacker. Il faut un avertissement sanitaire clair. Au Chili, ils ont mis des hexagones noirs, riches en sucre, riches en gras. Résultat, les ventes ont baissé de 25% la première année. C'est brutal, c'est moche, ça marche. 3. Interdiction marketing totale pour les enfants. Pas de pub TV avant 21 h. Pas de mascotte sur les paquets de céréales. Adieu Tony le tigre.
Pas de sponsoring d'événements sportifs. On coupe le robinet de la propagande vers les cerveaux malléables. 4. Taxe réelle, pas une petite taxe symbolique. Une taxe qui fait mal au portefeuille de l'industriel et qui rend l'AOT plus cher que la vraie nourriture. L'argent récolté, il subventionne les fruits et légumes pour les rendre quasi gratuits. C'est un transfert de richesse du poison vers le remède. 5. Sortir l'industrie des décisions. C'est le point le plus important. On arrête d'inviter Nestlé et Coca à écrire les recommandations nutritionnelles nationales. On coupe les liens. Conflit d'intérêts, dehors. 2. Le mythe de nourrir la planète. L'AOT ne sauve personne. L'industrie a un argument massu pour bloquer tout changement. Sans nous, le monde mourra de faim. L'agriculture intensive et l'ultra-transformation sont nécessaires pour nourrir 10 milliards d'humains. Chris démontre cet argument. C'est du chantage. Actuellement, on produit assez de calories pour nourrir tout le monde, mais une énorme partie est gâchée ou transformée en carburant et en aliments pour bétail. L'AOT est une perte d'efficacité. Prendre du maïs, le fractionner, le raffiner, le transporter, le réassembler, l'emballer, ça consomme une énergie folle. C'est inefficace sur le plan énergétique et environnemental. Les petits agriculteurs qui produisent la vraie nourriture nourrissent encore une grande partie de la planète avec moins de ressources. L'AOT est un système prédateur qui détruit les terres arables pour faire pousser de la monoculture, soja-maïs, destinée à l'usine, pas à l'assiette. 3. La cuisine comme acte de rébellion. Face à ce rouleau compresseur, cuisiner devient un acte militant. Pas besoin de faire de la gastronomie, juste assembler des ingrédients bruts. Chris insiste, ce n'est pas une question de retour en arrière ou de femme à la cuisine, un piège récurrent. C'est une compétence de survie pour tous, hommes et femmes. Savoir faire une soupe, des pâtes sauce tomate maison, des œufs brouillés, c'est la base de l'autonomie. Si tu sais cuisiner, tu n'es plus otage. Tu peux acheter des matières premières brutes, qui sont souvent moins chères au kilo que le produit fini, et te nourrir dignement. L'industrie a tout fait pour nous faire croire que cuisiner était dur, long, sale. Ils ont vendu la commodité comme valeur suprême. Il faut désapprendre ça. Cuisiner 20 minutes, c'est moins long que de scroller 1 heure sur TikTok. Question de priorité. 4. Le rôle des écoles et des hôpitaux. L'État a un devoir d'exemplarité qu'il ne respecte pas. Pourquoi les hôpitaux, lieux de soins, ont-ils des distributeurs automatiques remplis de sodas et de barres chocolatées? C'est aberrant. C'est comme vendre des cigarettes en oncologie. Pourquoi les cantines scolaires servent-elles des nuggets et des frites industrielles? Pour faire des économies à court terme. Chris plaide pour sanctuariser ces lieux. Écoles et hôpital doivent être des zones zéro eau ou thé. On y sert de la vraie nourriture, cuisinée sur place. Ça coûte plus cher. Oui, mais ça coûte moins cher que de soigner un diabétique à vie 20 ans plus tard. C'est un investissement public. Au Brésil, encore eux, ils sont en pointe sur le sujet, le gouvernement impose qu'une partie des aliments des cantines viennent de l'agriculture locale familiale. Ça crée un cercle vertueux économique et sanitaire. 5. Que faire individuellement, sans devenir fou? L'auteur sait qu'on ne peut pas attendre que le gouvernement bouge. Alors, il donne des pistes pour l'individu, tout en répétant que ce n'est pas juste que ce soit à nous de faire l'effort. La règle d'or. L'éviction totale est plus facile que la modération. C'est contre-intuitif, mais pour une substance addictive, un petit peu est une torture. Ça maintient le craving en vie. 0, c'est clair. Le cerveau arrête de négocier. Je ne mange pas ça. Point. Comme pour l'alcoolique qui ne boit pas juste un verre, l'accro à l'AOT a souvent intérêt à couper net. Chris conseille de traiter l'AOT non pas comme de la nourriture interdite, mais comme des objets non comestibles. Quand tu vois un paquet de chips, dis-toi, ceci n'est pas de la nourriture. C'est un objet industriel au goût salé. Ça aide à briser le lien émotionnel. 6. Conclusion de la 8e partie. La lucidité radicale. On approche de la fin. Le message se cristallise. Ce n'est pas une guerre contre le plaisir. La vraie nourriture procure plus de plaisir. Un vrai pain au levain avec du vrai beurre, c'est orgasmique comparé à un pain de mie industriel insipide. Le combat, c'est de retrouver le vrai plaisir contre le faux plaisir dopaminergique. C'est choisir la satisfaction durable, satiété, bien-être, énergie, contre le fixe immédiat suivi du crash.
L'auteur t'invite à une lucidité radicale. Regarde ton assiette. D'où ça vient? Qui l'a fait? Pourquoi cette liste d'ingrédients est-elle si longue? Une fois que tu as vu la matrice, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu peux choisir d'en manger encore, mais tu le feras en conscience, plus en automate. Et c'est déjà le début de la liberté. 7. La nature de la bête. Définir l'ennemi pour mieux le combattre. Chris Van Tulleken consacre une part importante de la fin de son ouvrage à consolider la définition de ce qu'est réellement l'ultra-transformation, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. L'industrie joue sur le flou. Tout est transformé. Couper une carotte, c'est la transformer. Cuire un œuf, c'est de la chimie. C'est l'argument sophistique par excellence pour noyer le poisson. L'auteur tranche. Non, tout ne se vaut pas. La classification NOVA est la seule boussole fiable. Elle ne juge pas la technique, cuisson, fermentation, elle juge la finalité et la déconstruction. La différence entre un aliment transformé, fromage, et un aliment ultra transformé, fromage fondu type toastinette, c'est l'intégrité de la matrice. Dans le fromage, les bactéries et les enzymes travaillent le lait. C'est une transformation biologique qui enrichit l'aliment. Dans la toastinette, on prend des rebuts de fromage, on ajoute des sels de fonte, polyphosphate, de l'amidon, du lactosérum en poudre, des colorants. On détruit la structure pour en créer une nouvelle, purement industrielle. L'ennemi n'est pas la technologie alimentaire en soi. La pasteurisation sauve des vies. Mais l'usage de la technologie pour maximiser le profit au détriment de la physiologie. 8. L'écologie intérieure. Restaurer son microbiome. Après avoir vu comment on a massacré notre flore intestinale, Chris explore les pistes de réparation. Bonne nouvelle, le microbiome est résilient. Il peut changer très vite. En quelques jours d'alimentation riche en fibres et sans additifs, la diversité bactérienne remonte. L'auteur ne vend pas de probiotiques en gélules, souvent inutiles car les bactéries meurent dans l'estomac ou ne s'installent pas. Il vend de la nourriture pour bactéries, prébiotiques naturels, ale, oignons, poireaux, artichauts, céréales complètes, légumineuses. L'idée est de jardiner son intérieur. Si tu arrêtes de verser du Roundup, émulsifiant, édulcorant, sur ton jardin intestinal et que tu mets du compost, fibres, la vie revient. C'est un message d'espoir biologique. Ton corps veut guérir. Il attend juste que tu arrêtes de l'agresser. 3. La question du poids. Dépasser l'obsession de la minceur, Chris fait une mise au point essentielle. Ce livre n'est pas un livre de régime. Si tu arrêtes l'OT pour devenir mince comme un mannequin Instagram, tu te trompes de combat. L'objectif est la santé métabolique, pas l'esthétique. On peut être mince et métaboliquement malade, le fameux TOFI, thin outside, fat inside, si on mange mal. On peut être en surpoids et métaboliquement sain si on mange bien et qu'on bouge. L'obsession de la minceur est un autre outil de l'industrie pour nous vendre des produits light diet, 0-100, qui sont souvent les pires OT, bourrés d'édulcorants et d'épaississants pour compenser le gras enlevé. L'auteur t'invite à lâcher la balance et à regarder comment tu te sens. Ton énergie, ton sommeil, ta digestion, ton humeur. Ce sont les vrais indicateurs. La perte de poids viendra ou pas comme un effet secondaire naturel du retour à une alimentation vraie, pas comme un but à atteindre par la privation. 4. Le futur de la nourriture. Vers quoi on va? Si on ne fait rien, le futur est sombre. L'industrie prépare déjà la prochaine vague. Viande de laboratoire ultra transformée, insectes réduits en poudre et reconstitués en chips, algues modifiées. Tout ce qui permet de breveter le vivant et de centraliser la production intéresse les investisseurs. Chris met en garde contre le technosolutionnisme. On ne résoudra pas les problèmes créés par l'industrie avec plus d'industrie. La vraie innovation, c'est peut-être le retour à l'agroécologie. Des systèmes complexes, décentralisés, locaux. C'est moins sexy pour la Silicon Valley, mais c'est la seule voie durable. Il cite des mouvements de résistance alimentaire, les AMAP, les marchés paysans, les coopératives. Ce sont des îlots de résilience dans un océan d'AOT. 5. L'appel à la vigilance cognitive. L'auteur termine son analyse par un appel à la vigilance. L'AOT a colonisé notre imaginaire. On associe fête à gâteau industriel. On associe réconfort à chocolat au lait bon marché. On associe récompense à fast food. Il faut décoloniser notre cerveau. Pourquoi offrir des bonbons chimiques à un enfant pour le récompenser? C'est comme lui offrir une cigarette.
On conditionne son circuit de la récompense à associer joie et poison. Il faut réinventer nos rituels. Célébrer avec des fruits, des noix, des gâteaux maison, des jeux, de l'attention. C'est un travail culturel immense. Changer les normes sociales est plus dur que changer une loi. Mais c'est nécessaire. Quand tu refuses un morceau de gâteau industriel poliment mais fermement, tu envoies un signal. Tu deviens un emmerdeur social. Oui, mais un emmerdeur vivant. Conclusion de la 9e partie. Tu sais ce que tu dois faire. Tu as maintenant toutes les pièces du puzzle. Tu sais pourquoi c'est fabriqué? Profit. Tu sais comment c'est fabriqué? Chimie de reconstruction. Tu sais ce que ça fait à ton corps? Dérèglement hormonal, inflammation. Tu sais pourquoi tu es accro? Dopamine, manque de protéines. Tu sais pourquoi l'État ne t'aide pas? Lobbying. Il n'y a plus d'excuses de l'ignorance. La seule question qui reste est qu'est-ce que tu vas faire au prochain repas? Chris ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être conscient. Chaque euro que tu donnes à l'industrie de l'AOT est un vote pour ce système. Chaque euro que tu donnes à un maraîcher ou que tu gardes pour acheter de la farine et des œufs est un vote pour un autre monde. Tu votes 3 fois par jour avec ta fourchette. Fais que ça compte. 1. Synthèse finale, les 7 vérités qui font mal. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de la matrice alimentaire. Pour conclure, récapitulons les thèses centrales de Chris Van Tulleken sous forme de vérités brutes sans filtre. Ce sont les piliers sur lesquels tu dois reconstruire ton rapport à la nourriture. Vérité numéro 1. L'ultra-transformation est le seul critère qui compte. Oublie le gras, le sucre, le sel, les calories, le gluten, le lactose. Ce sont des distractions. La distinction fondamentale est entre nourriture intacte, vivante, complexe et substances comestibles industrielles, déstructurées, chimiques, inertes. Tant que tu manges de la substance, peu importe son Nutri-Score, tu perds. Vérité numéro 2. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la technologie. Les produits UPF ne sont pas cuisinés, ils sont formulés. Ils sont conçus par des ingénieurs pour répondre à des cahiers des charges financiers. Longue conservation, transportabilité, hyperpalatabilité, marge élevée. Ta santé n'est jamais dans l'équation, sauf comme argument marketing, enrichi en vitamines pour masquer la vacuité du produit. Vérité numéro 3. L'addiction est le business model. Si tu ne peux pas t'arrêter d'en manger, c'est fait exprès. Les textures, mous, fondants, les ratios gras-sucre, les additifs, tout est calibré pour contourner tes signaux de satiété. Tu n'es pas gourmand, tu es hacké. L'industrie utilise les mêmes méthodes que les dealers, créer la dépendance pour assurer la rente. Vérité numéro 4. Ton corps est plus intelligent que l'industrie si tu le laisses faire. Ton organisme a des millions d'années de R&D évolutive. Il sait réguler ton poids au gramme près si tu lui donnes des signaux clairs, nourriture vraie. Si tu lui donnes du bruit, UPF, il panique et stocke. Le problème n'est pas ton métabolisme, c'est l'input. Vérité numéro 5. La pauvreté est le terreau de l'UPF. Le système condamne les plus pauvres à la plus mauvaise nourriture. L'UPF est subventionné indirectement, coût bas des matières premières agricoles industrielles, alors que la vraie nourriture est un luxe. C'est une injustice sociale majeure, déguisée en liberté de choix. Vérité numéro 6. L'écologie et la santé sont le même combat. L'UPF détruit ton corps de l'intérieur. Microbiote, inflammation et la planète de l'extérieur. Monoculture, plastique, émissions carbone. Manger vrai est le geste écologique le plus puissant que tu puisses faire au quotidien. Vérité numéro 7. Tu n'as pas besoin de volonté. Tu as besoin de dégoût. La volonté s'épuise. Le dégoût est durable. Une fois que tu sais que ta glace est du slime bactérien et que ton pain est de la mousse d'amidon, l'envie disparaît. Cultive ce dégoût. Regarde l'UPF pour ce qu'il est vraiment. 2. Le dernier appel. Choisis tes emmerdes. Chris Van Tulleken ne te laisse pas avec une méthode miracle en 3 étapes. Il te laisse avec une responsabilité. Tu as le savoir. Maintenant, tu as le choix. Mais attention, ce choix a un coût. Manger vrai, c'est chiant. Ça veut dire faire les courses plus souvent, les produits frais pourrissent. Ça veut dire cuisiner, couper, éplucher, cuire, faire la vaisselle. Ça veut dire dépenser plus d'argent ou repenser ton budget. Moins de gadgets, plus de bouffe. Ça veut dire passer pour un rabat-joie en société. Non merci, je ne mange pas ce gâteau fluo. Ça veut dire gérer le sevrage du sucre et des exhausteurs de goût. Tes papilles vont mettre quelques semaines à se réhabituer au goût subtil. C'est ça,
Choisir tes emmerdes. Tu as le choix entre les emmerdes de la cuisine et de l'organisation, maintenant, ou les emmerdes du diabète, de l'obésité, de la fatigue chronique et de la dépendance médicale plus tard. Il n'y a pas d'option sans emmerde. La vie facile promise par l'industrie est un crédit à taux variable que tu rembourses avec ta santé. 3. Principale thèse de l'auteur, récapitulatif final. Pour graver ça dans le marbre, voici la structure logique de l'argumentaire du livre. Définition Nova. L'ultra-transformation est une catégorie qualitative distincte, définie par des processus industriels et des additifs cosmétiques, ayant pour but le profit et non la nutrition. Rupture évolutive. L'UPF introduit des substances et des textures inconnues de notre physiologie, brisant le lien millénaire entre goût et contenu nutritionnel. Mécanisme de surconsommation. L'UPF est hyperpalatable, dense en calories, pauvre en eau et en fibres, rapide à ingérer et digérer, ne déclenchant pas les signaux de satiété intestinaux, effet incrétine atténué. Effet microbiote. L'UPF affame et modifie le microbiote intestinal, favorisant l'inflammation systémique et la perméabilité intestinale. Capture réglementaire. L'industrie agroalimentaire finance la science et influence les politiques publiques pour empêcher toute régulation efficace, taxes, étiquetage, en promouvant la fausse solution de la responsabilité individuelle et de l'exercice physique. Injustice sociale. L'UPF cible prioritairement les populations défavorisées, créant une double peine, pauvreté plus maladie. Solution systémique. Seule une intervention étatique forte, reconnaissance de l'addiction, taxes, restrictions marketing, protection des enfants peut endiguer l'épidémie. Solution individuelle. L'abstinence totale ou quasi-totale d'UPF est souvent plus efficace que la modération, en raison de la nature addictive des produits. Le retour à la cuisine domestique d'ingrédients bruts est l'acte central de résistance. 4. Le mot de la fin. Voilà, tu sais tout. Le rideau est tombé, le magicien est à poil et le lapin est mort. Ce livre n'est pas une invitation à devenir un gourou du bien-être qui boit des jus verts en faisant du yoga. On s'en fout de ça. C'est une invitation à arrêter d'être un pigeon. Sérieusement, tu penses mériter quoi? D'être la poubelle de table d'une multinationale qui te méprise, d'être un tube digestif rentable. La procrastination alimentaire, c'est ton cerveau qui te dit « Allez, une dernière pizza surgelée, demain je mange une salade. » Écoute-le 2 minutes, rigole un bon coup et va te faire cuire des œufs. Parce qu'à la fin, personne n'écrit ta nécro en disant « Il a super bien optimisé son temps en mangeant des plats préparés toute sa vie. » On dira juste qu'il est mort trop tôt d'un truc évitable. Choisis tes emmerdes. Point. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.